À 10 jours du premier tour des élections municipales, TV Liberté poursuit son tour de France pour vous faire découvrir des candidatures diverses et symboliques. Aujourd'hui, direction Carpentras où le général Bertrand de Lachenay arrive avec une liste de rassemblements pour prendre la mairie d'assaut. Réunis pour la première fois, les 7 principaux prétendants à la mairie de Paris ont confronté leurs projets lors d'un débat télévisé. Comme attendu, Anne Hidalgo et Agnès Buzyn ont été les cibles des principales critiques. Uber voit sa relation avec un de ses chauffeurs requalifié en contrat de travail, une décision individuelle qui inquiète cependant la multinationale et illustre le coup d'arrêt que connaît le modèle économique de la Silicon Valley depuis plusieurs mois. Madame, Monsieur, bonsoir. Après Vigneux-sur-Seine, mercredi, rendez-vous municipal en Vaucluse aujourd'hui à Carpentras où un ancien militaire s'est lancé dans la bataille électorale derrière une liste de rassemblement. Carpentras est la capitale du comtat venessin, au sud du Mont Ventoux. La ville romaine compte environ 30 000 habitants. À l'approche des élections municipales, nous avons rencontré quelques-uns de ses habitants, plutôt inquiets de l'état de leur ville. La ville n'est pas propre. Ça, on dirait que c'est pas entretenu, il y a des trous de partout, toutes les routes de Carpentras, c'est affreux quoi. J'ai une crêperie qui est à 50 mètres d'ici, clientèle féminine à 90-95%. Je ferme le soir maintenant, les femmes n'osent pas sortir. Je me suis fait agresser, voilà. Notamment, je le dis, je ne sais pas si on peut le dire, mais il ne faut peut-être pas le dire, par des Maghrébins, voilà. Chaque fois c'était par des gens comme ça que je me suis fait agresser, voilà. De faire un tour ce soir, 18h, 19h, baladez-vous dans Carpentras. C'est tout. Les habitants se plaignent de la circulation, de la difficulté des accès au centre-ville et d'un manque de fréquentation. Moi je me rappelle, plus jeune, on venait à Carpentras, en fait rien que le sens interdit, il faut faire tout le tour de la ville. On ne peut plus se garer là. Avant on pouvait se garer tout autour et donc il y avait plus de... C'était mieux. Depuis qu'ils ont fait le sens giratoire, il n'y a pas... Les magasins, ils ferment. Hein. Enfin, au plus on vient, au moins il y a du monde. Le lundi, le dimanche, c'est mort, tout est mort. Après, je pense que les petits commerçants, ils sont quand même courageux parce que je pense que c'est pas facile pour eux aussi. Pour régler certains de ces problèmes, les Carpentrasiens pourront choisir leur maire lors des prochaines élections municipales. Mais qu'est-ce qu'un bon maire ? Un bon maire, c'est un homme qui aidera bien sa ville et qui ne cherchera pas, qui ne soit pas trop politique, quoi. Venir vers les gens et connaître leur situation, leurs problèmes, dans tous les domaines. Un maire qui est très détaché par rapport aux étiquettes politiques. Ça, pour moi, c'est fondamental. Et je pense que le maire, il ne doit pas regarder sa fonction, il doit regarder tout le monde. Oui, connaître les attentes des gens qui habitent la commune, voilà. Des nantis et des moins nantis surtout. Voilà. Parmi les candidats, nous avons rencontré Bertrand de Lachenay, favorable à l'Union des droites. Il a le soutien du PCD, du CNIP, du Rassemblement national. Bertrand de Lachenay nous donne sa vision de la fonction du maire. Ce que je pense, c'est que les électeurs attendent qu'un candidat, à la fois les ait compris, reflète ce qu'ils ressentent, et ensuite puisse projeter dans un plan d'action, à court terme, 6 ans, qui leur permette d'imaginer que les choses vont changer. Avant que j'annonce ma candidature, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, publics, privés, et puis je me suis promené pour me faire ma propre idée et poser sur la table un constat. Aujourd'hui, tout le monde constate que la ville a une image qui est dégradée, voire totalement méconnue. J'ai posé 4 thèmes. L'ordre qui repose sur la sécurité, la propreté, l'embellissement. Le développement économique, en particulier des commerces, mais aussi des entreprises et du tourisme. Et puis ensuite la culture, qui ne doit pas seulement servir à attirer des touristes, parce qu'on a beaucoup de choses à montrer et ça peut aider au développement économique, mais aussi à renforcer la cohésion sociale de notre ville, justement pour lutter contre ces divisions. Et puis enfin les jeunes et nos aînés, pour qui on doit tout faire pour qu'ils restent ici et qu'ils vivent heureux, qu'ils y trouvent des formations, un premier emploi et ensuite qu'ils puissent y couler de vieux jours. Son parcours d'ancien parachutiste, de major général de l'armée de terre, son engagement et ses alliances lui ont permis de se faire rapidement un nom à Carpentras. C'est un type qui a une stature, qui a un passé. C'est un ancien général. Quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire, qui voit peut-être les problèmes un peu de plus haut que certains gestionnaires l'ont fait auparavant, ça pourrait être intéressant pour la ville.
Toute personne qui a eu une expérience professionnelle a quelque chose à apporter aux autres, c'est évident. Ce que j'apporte, c'est à la fois mon expérience des autres, des jeunes en particulier, de la multitude des gens que j'ai pu côtoyer, mais aussi l'expérience de direction de l'armée de terre, du budget, et donc du contact avec des autorités pour les mettre autour de la table pour partager un projet. Des habitants, des sympathisants et quelques militants nous ont expliqué les raisons d'un possible succès du candidat. C'est un homme intègre, je pense. Et j'aime bien chez lui, il critique personne, ce qui est très bien quoi, par rapport à d'autres. Je partage des valeurs essentielles que sont l'engagement, la famille. J'ai une famille nombreuse, donc à la fois des enfants et des petits-enfants qui viennent régulièrement à la maison et ça nous occupe beaucoup pendant les temps de vacances. Il est manifestement plein de bonne volonté, il a une équipe qui l'entoure, qui voudrait aussi changer les choses, donc j'avoue que là on le suit complètement. Et quand il nous parle de Carpentras, on voit qu'il aime Carpentras. Il a beaucoup de chance. Surtout qu'ils sont en train de se bouffer. Entre celui qui est de gauche qui ne veut pas dire je suis de gauche, celui qui est de droite, je ne suis pas de droite. Bon, voilà, et moi je suis sans étiquette, mais je suis soutenu par le Parti Socialiste. Bon, ça va quoi, faut arrêter. Le candidat Bertrand de la Chênaie peut imaginer un succès sur un territoire où historiquement, le Rassemblement national est en position de force. Lors des prochaines élections, les Carpentraciens devront faire un choix qui leur appartient, dans le secret de l'isoloir. Les municipales toujours, mais direction la capitale. Mercredi soir, les 7 principaux candidats à la mairie de Paris ont confronté leurs idées lors d'un premier débat télévisé, un grand oral attendu, où chaque prétendant a campé sur ses positions. Thibaut Bastide. Un premier débat et un statu quo. Mercredi soir, à 10 jours du premier tour des élections municipales, les 7 principaux candidats à la mairie de Paris, Anne Hidalgo, Rachida Dati, Agnès Buzyn, David Belliard, Daniel Simonet, Cédric Villani et Serge Federbusch ont opposé leur projet pour la capitale. Un grand oral de plus de 3 heures attendu de pied ferme qui a surtout permis aux différents candidats de marquer leur position. En effet, alors que les enjeux étaient multiples, ce grand oral s'est finalement déroulé dans un calme relatif. Pas de grandes envolées lyriques et des coups essentiellement portés au maire socialiste sortant. Comme attendu, Anne Hidalgo a essuyé des attaques sur son action depuis 2014. Désormais devancée au premier tour dans les sondages par le chef de file des Républicains, Rachida Dati, l'idéologue socialiste a surtout tenté de calmer le jeu et défendre son bilan, pourtant difficilement défendable. Il faut dire également que la soirée avait mal débuté pour Anne Hidalgo. Interrogée sur la façon dont elle s'était rendue dans les locaux de la chaîne, le maire socialiste a quelque peu séché. Si elle a indiqué qu'elle était venue en transport en commun, fibre écolo oblige, Anne Hidalgo n'a pas su dire quelle ligne elle avait emprunté. Au jour le jour. Je suis venue en métro, voilà. En métro ce soir. La ligne 1, puis la ligne 9, et je suis, ou la ligne 3, je ne me souviens plus. Vous êtes usagère régulière? Voilà, régulière, et je suis descendue ici, tout près, et je suis venue en métro. Voilà. Un petit couac que les internautes n'ont pas manqué de souligner sur les réseaux sociaux en rappelant le plan du métro parisien à l'édile. Place ensuite au débat plutôt animé sur la question de la sécurité, notamment l'armement des policiers municipaux, thème phare de la campagne de Rachida Dati et Serge Federbusch. Là encore, Anne Hidalgo a été attaquée de toutes parts, préférant renvoyer la responsabilité de la situation au gouvernement actuel et donc indirectement à l'un de ses concurrents à la mairie, Agnès Buzyn. Si tout au long de la soirée, Serge Federbusch a été le plus virulent à l'égard du mandat du maire sortant, ce sont bien les passes d'armes entre Anne Hidalgo et Agnès Buzyn qui ont retenu l'attention. En effet, plutôt que de s'en prendre frontalement à Rachida Dati, l'édile a réservé ses piques à l'ancien ministre de la Santé, ravalé au rang d'ex-membre du gouvernement. Les échanges les plus vifs ont eu lieu sur la place de la voiture dans Paris et les transports. Agnès Buzyn dénonçant une politique idéologique punitive du zéro voiture. Les deux candidates se sont donc écharpées et Rachida Dati a passé la soirée dans un fauteuil. Relativement épargné, le maire du 7e arrondissement a déroulé son programme, assénant quelques piques à ses adversaires, fustigeant l'anarchie partout dans la circulation, dans les travaux et dans l'espace public. Quelques sorties sans prise de risque afin de conforter sa première place
dans les sondages. Un combat à 3 donc, et 4 autres candidats cantonnés au rôle de spectateurs. Plus en retrait, le dissident Cédric Villani a été relativement ménagé, voire courtisé. Rien d'étonnant alors que ses voix pourraient peser lourd dans l'optique du deuxième tour et d'un jeu d'alliance d'ores et déjà engagé. Membre de l'actuelle majorité municipale, l'écologiste David Béliard, très discret au cours de la soirée, a lui aussi été épargné par Anne Hidalgo qui compte sur son ralliement au soir du 15 mars. De son côté, l'insoumise Danielle Simonet a joué sa partition mais a surtout paru déjà hors course à 10 jours du premier tour. Seul Serge Federbusch, soutenu par le Rassemblement national et le Parti chrétien-démocrate, a joué crânement sa chance. Mal en point dans les études d'opinion, il a pris le contre-pied de ses concurrents, n'hésitant pas à se montrer offensif. Au final, les principales postulantes à l'hôtel de ville ont donné l'impression de ne pas avoir lâché tous leurs coups à 10 jours du premier tour, très indécis, et les candidats détachés dans les sondages ont été relégués au second plan. Les candidats se retrouveront mardi prochain pour un second débat et nul doute que la température devrait monter d'un cran. Uber, enfin condamné. La Cour de cassation a rendu mercredi un arrêt confirmant une décision d'appel requalifiant en contrat de travail la relation unissant un chauffeur à la multinationale. Une décision qui ne fera pas nécessairement boule de neige. Le chauffeur qui a recours à l'application Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d'exécution de sa prestation de transport. La Cour de cassation résume ainsi l'incohérence à recourir au statut de micro-entreprise pour la multinationale Uber. En effet, le groupe américain dispose de presque toutes les caractéristiques d'une entreprise de taxi mais bénéficie des avantages du statut d'indépendant pour ses travailleurs. Une iniquité vis-à-vis de sa concurrence puisque Uber ne paye ni charges salariales ni patronales, mais aussi une absence de protection pour ses chauffeurs. L'un d'eux a poussé sa revendication judiciaire jusqu'en cour d'appel, puis a même formé un pourvoi en cassation, une démarche qui lui a permis de voir sa relation à l'entreprise requalifiée en contrat de travail. Maître Masson, avocat d'un chauffeur Uber, n'avait pas de doute sur l'arrêt que rendrait la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Il n'y avait aucun doute, c'était pour moi une évidence. Mais de toute façon, ce sont les juges qui ont le dernier mot et les juges confortent cette analyse. Il existe bien un contrat de travail puisque les critères du lien de subordination sont tous remplis, sont tous réunis. Les critères du lien de subordination sont tous remplis et il y a bien contrat de travail. L'entreprise de la Silicon Valley risque donc de devoir revoir son modèle. Quoique cela n'est même pas certain. En effet, la requalification en contrat de travail ne concerne que le travailleur qui a poursuivi Uber. C'est une démarche individuelle. Donc ça va dépendre du nombre de chauffeurs qui décidera, oui ou non, d'aller demander la requalification en contrat de travail. Donc aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire quel va être l'impact sur le modèle économique d'Uber en France ou à l'étranger. Difficile donc de tirer des conséquences immédiates d'un tel arrêt. C'est à présent aux chauffeurs, pris individuellement, que revient le destin d'une méga-structure ne respectant pas le droit français. Difficile d'imaginer cependant tous les chauffeurs se dresser contre une entreprise, sans vergogne certes, mais qui n'en demeure pas moins leur gagne-pain. Il existerait déjà 150 cas de chauffeurs ayant déjà engagé une procédure judiciaire contre Uber. Reste à voir si tous ces dossiers tiennent la route. Le cas présent de requalification était d'ailleurs une première en France. L'arrêt rendu mercredi s'inscrit dans une réorganisation des rapports de travail. En 2018, la Cour de cassation avait déjà requalifié en contrat de travail la prestation d'un livreur vélo d'une entreprise analogue. La nouvelle économie, faite d'applications, de dématérialisation et de travailleurs entrepreneurs corvéables et jetables, n'a donc pas complètement conquis la France. Même en Californie, berceau de l'uberisation de l'économie, ces modèles peinent à s'enraciner dans les relations de travail. Cet État de l'Ouest des États-Unis, pourtant très libéral, a ainsi vu entrer en vigueur une loi en janvier limitant les cas permettant de définir un chauffeur comme indépendant. Un texte qui a poussé Uber à faire des concessions, autorisant quelques 150 000 chauffeurs à refuser une course et à fixer dans certaines villes le prix du trajet. En France, en plus d'un hypothétique coup d'arrêt au modèle Uber, cette actualité ne manquera pas de montrer une nouvelle fois les lacunes du système auto-entrepreneurial. Et passons à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide.
Un TGV déraille. Ce jeudi matin, la motrice d'un TGV reliant Strasbourg à Paris a déraillé au nord de Strasbourg. Le TGV, avec 350 personnes à bord, aurait percuté un talus qui s'est affaissé selon les informations livrées aux voyageurs. D'après la gendarmerie, il y aurait au moins 20 blessés, dont le conducteur touché plus gravement et transféré à l'hôpital dans un état d'urgence absolue. Le trafic des TGV n'est pas stoppé entre Strasbourg et Paris, mais dérouté. Le camembert de Normandie restera au lait cru. Mardi, après 2 années d'intenses discussions au sein de la précieuse appellation fromagère, l'appellation d'origine protégée camembert de Normandie ne pourra être inscrite que sur les produits fabriqués sur le territoire normand. Il n'y aura donc pas de lait pasteurisé dans le camembert de Normandie. Avant cette décision, l'accord du 21 février 2018 à l'Institut national de l'origine et de la qualité visait à définir une double AOP dans une zone géographique élargie. L'une baptisée cœur de gamme et élaborée avec du lait pasteurisé provenant de troupeaux avec au moins 30% de vaches normandes. L'autre dite haut de gamme, fabriquée avec du lait cru produit par au moins 60% de vaches normandes. Finalement, les industriels ayant recours au lait pasteurisé ne pourront plus apposer la notion fabriquée en Normandie sur leurs produits. La gauche radicale remporte la Thuringe. Après un mois de paralysie politique, le candidat d'extrême gauche Bodo Ramelow a été élu mercredi à la tête de la région de Thuringe en Allemagne. Président sortant, Bodo Ramelow, 64 ans, a été élu avec une majorité relative de 42 voix sur 92 par le Parlement de cette région enclavée, grâce notamment au soutien des sociaux-démocrates du SPD et des écologistes. Il a devancé le candidat de l'AfD, Björn Höcke. Les conservateurs de l'Union démocrate chrétienne d'Angela Merkel et les libéraux du FDP se sont eux abstenus. En février, l'élection surprise du candidat du parti libéral FDP grâce aux voix de la CDU et de l'AfD avait provoqué un séisme en Allemagne et au sein du parti de la chancelière, poussant le candidat élu à démissionner 24 heures plus tard. Un sommet pour apaiser les tensions. Ce jeudi, le président russe Vladimir Poutine a reçu son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Moscou pour tenter d'apaiser les questions syriennes. Intervenant dans un contexte très tendu entre les deux pays après la mort de dizaines de militaires turcs dans la province d'Idlib, cette rencontre avait pour objectif d'éviter un conflit direct entre les deux puissances. Recep Tayyip Erdogan a affirmé qu'il espérait lors du sommet à Moscou obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible dans la région. Dans un instant, le Zoom du jour, Pierre Jovanovic nous présente l'ouvrage du professeur d'économie Mark Skousen, Une économie au pur standard or. Le premier banquier que vous ayez rencontré de toute votre vie, d'accord, c'est quand vous étiez enfant. Il s'appelle Picsou. D'accord ? Non, mais c'est très important. C'est le premier banquier qu'on rencontre. Et qu'est-ce qu'il a, ce banquier ? Moi, je trouve que Karl Barks, c'est celui qui a inventé le personnage de Picsou. Il a une réserve d'or chez lui énorme. Enfin, sa maison est un coffre-fort géant. Ben voilà, c'est un gouverneur de banque centrale, de Donald Land, là, de Canarland. Et donc, il a sa piscine d'or. C'est sa réserve fractionnelle. La piscine d'or remplie de pièces d'or de Picsou, c'est ce qu'on appelle la réserve fractionnelle de l'époque, c'est-à-dire avant l'arrivée des billets de banque. Ce soir, retrouvez immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent l'actualité grecque, le coronavirus et les Césars, également au programme. Un nouveau numéro de l'émission Synthèse dans lequel Roland Hélie reçoit le président du parti politique Civitas. Et comme chaque jour maintenant, vous pouvez retrouver notre point quotidien sur l'évolution du coronavirus sur YouTube. Et tout de suite, mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.
Notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a décidé, contre toute attente, de faire du patriotisme économique l'un de ses chevaux de bataille. Contre toute attente, car il faut rappeler que, venu des Républicains, il a fait le choix de servir Emmanuel Macron, l'homme du mondialisme économique échevelé, comme le montre par exemple la cession d'Alstom à General Electric. L'on peut donc raisonnablement penser que le ministre, en l'espèce, manque de crédibilité. Sa dernière initiative nous laisse donc sceptiques. Quelle est donc sa dernière initiative ? Bruno Le Maire est à l'origine du projet du Silver Lake, que je préfère traduire en français puisque je suis un franchouillard primaire. Le Maire est donc à l'origine du projet Lac d'argent. Un bien joli nom pour un fonds d'investissement français destiné à protéger les fleurons hexagonaux. Ce fonds, qui vient d'être lancé par la Banque publique d'investissement, a vocation à lever 10 milliards d'euros. Ces 10 milliards seront utilisés pour aider les entreprises en leur garantissant un actionnariat stable et en les protégeant contre les offensives de fonds internationaux malveillants. Le fonds est doté pour l'instant d'un montant de 4 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, et la première réussite dont se vante notre ministre repose sur l'investissement dans le dit fonds de l'émir d'Abu Dhabi, à hauteur d'1 milliard, soit un quart du tout. Cela nous laisse un peu rêveurs. Comment prétendre défendre l'indépendance économique, financière et stratégique de la France en la faisant reposer dans de telles proportions sur la générosité d'Abu Dhabi ? C'est un signal très fort, nous explique Bruno Le Maire. Expression verbouilleuse que ce signal très fort, qui veut à la fois tout dire et ne rien dire, surtout ne rien dire d'ailleurs. Car enfin, monsieur le ministre, vous créez un fonds souverain que vous ouvrez aux monarchies du Golfe. Celles-ci ne deviennent-elles pas de facto souveraines de la France ? Nous nageons en pleine confusion dans ce beau lac d'argent. Et ce n'est pas tout. La Banque publique d'investissement nous annonce que des discussions sont en cours avec 5 autres fonds souverains du Golfe. Bruno Le Maire n'a qu'un regret. L'Arabie Saoudite n'a pas encore témoigné de son intention de suivre les pas d'Abu Dhabi. Il est bien triste de voir que nos dirigeants politiques se réjouissent de ce que les régimes hautement corrompus, que sont les monarchies pétrolières, investissent massivement dans notre économie. Manifestement, sans l'aide de ces régimes, la France ne saurait être vraiment indépendante. Le projet du lac d'argent trouve un écho singulier dans la nomination tout juste officialisée de Nicolas Sarkozy au conseil de surveillance du groupe Lagardère. Qui est le premier actionnaire du groupe Lagardère ? Le Qatar, bien sûr, qui possède 13% du capital du groupe et 20% des droits de vote. Ce qui prouve, s'il en était besoin, la connivence renouvelée de notre classe politique à l'égard des monarchies du Golfe dans leur ensemble. De quoi font preuve nos hommes politiques ? De naïveté ? D'inconscience ? D'irresponsabilité ? De concussion ? Difficile de le savoir, tant sont troubles les relations qu'ils entretiennent avec le Moyen-Orient. Quoi qu'il en soit, dans de telles conditions, l'indépendance française, malgré les protestations affichées, n'est plus qu'un ancien souvenir. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.